Vous écoutez Radio France Internationale, il est 16h en temps universel, 18h à Paris. Le journal en français facile. Sophie Pouzrat. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À la une de cette édition, à la veille du début de la Coupe du Monde de football 2026, qui se déroule en partie aux États-Unis, l'arbitre somalien Omar Hartan a été interdit d'entrer sur le territoire américain. Une affaire qui a lieu alors que Washington a durci sa politique d'immigration depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. À la une également, ce mercredi, le pape Léon XIV va célébrer une messe très attendue. Il va bénir la tour de Jésus-Christ de la Sagrada Familia à Barcelone, qui vient d'être achevée. Et c'est la plus haute tour d'une église au monde. Et puis, pourquoi pas une femme à la tête de l'ONU? C'est ce qu'espère une organisation d'anciennes diplomates, alors que 3 femmes sont candidates au poste. Nous sommes donc à la veille du début de la Coupe du Monde de football 2026. La compétition a lieu en grande partie aux États-Unis, pays où la politique sur l'immigration est de plus en plus dure, et elle a eu un premier effet sur un des participants prévus. L'arbitre somalien Omar Hartan a été interdit d'entrer sur le territoire américain. Il a dû rentrer dans son pays, Christophe Diremzian. Oui, ce qu'il a fait ce matin en étant accueilli à l'aéroport de Mogadiscio par une centaine de personnes en signe de soutien à un homme confronté à une décision sans justification claire. Les autorités américaines parlent simplement de problèmes liés à la vérification de ses antécédents. Il serait question de liens avec des personnes soupçonnées d'appartenir à des organisations terroristes, mais aucune autre précision n'a été apportée. Omar Hartan, sacré meilleur arbitre africain en 2025, était arrivé à Miami samedi muni d'un visa, mais la Somalie est sur une liste noire de 19 pays dont les citoyens ne peuvent plus voyager aux États-Unis depuis le 1er janvier. L'arbitre disposait pourtant de documents diplomatiques pour contourner ce problème, mais ça n'a pas suffi. La FIFA n'a fait que confirmer son impuissance à débloquer cette situation très mal vécue en Somalie et en Afrique en général. Cette affaire illustre d'ailleurs une fois de plus les grosses difficultés pour les Africains, qu'ils soient accompagnants d'équipes, supporters ou journalistes, à suivre ce mondial sur place entre tracasseries administratives et très fortes sommes d'argent demandées en caution pour les visas. Merci Christophe Diremzian. Et on écoute à présent l'ancien international camerounais Joseph-Antoine Bell, consultant régulier pour RFI. Il pointe l'absence de réaction de la FIFA, la fédération internationale chargée d'organiser la Coupe du Monde, dans cette affaire. Je pense que la FIFA, qui n'est pas un homme, la FIFA c'est l'ensemble des fédérations. Donc la FIFA se dédouane très lâchement en abandonnant cet arbitre. Dans le foot, on a toujours parlé de la famille du foot, et là, on voit que la famille du foot n'existe pas du tout. La famille du foot s'était trompée, il faut le dire, quand elle a accordé l'organisation aux États-Unis. C'était déjà le même président qui bâtissait à ce moment-là un mur entre les États-Unis et le Mexique, et le foot n'aurait jamais dû cautionner une telle attitude. Joseph-Antoine Bell, ancien international camerounais, consultant régulier sur RFI qui couvre bien sûr la Coupe du Monde de football aux États-Unis, au Mexique et au Canada, dont le coup d'envoi sera lancé ce jeudi. Et à la veille du début de la compétition, les minces espoirs de paix sont à nouveau envolés au Moyen-Orient, avec des nouveaux échanges de tirs entre l'Iran et les États-Unis la nuit dernière. Malgré ses promesses d'un accord imminent, c'est-à-dire d'un moment à l'autre, Donald Trump juge ce mercredi que Téhéran met trop de temps à négocier et va, je cite, en payer le prix. Il affirme que les États-Unis vont attaquer l'Iran. Sur la scène internationale, les appels au calme se multiplient. Le chef de l'ONU met en garde contre le risque d'un retour d'une guerre totale. Et des frappes israéliennes également ce mercredi ont à nouveau visé le sud du Liban. Elles ont fait au moins 12 nouvelles victimes. Israël accusé de nettoyage ethnique par l'ONG Amnesty International. Le nettoyage ethnique, c'est une politique qui cherche à expulser des groupes ethniques par la violence ou par le déplacement forcé. Et selon Amnesty International, Israël applique cette politique contre les Bédouins de Cisjordanie occupée. L'ONG appelle aussi la communauté internationale à réagir contre l'annexion, c'est-à-dire le rattachement à Israël de ce territoire palestinien.
C'est le temps fort du déplacement du pape en Espagne. Léon XIV célébrera ce mercredi soir une messe très attendue à la Sagrada Familia, où il bénira la tour de Jésus-Christ, haute de 172 mètres et demi, un record qui fait de la célèbre basilique l'église la plus haute du monde. Cette messe a lieu en même temps que le centenaire de la mort de son célèbre architecte Antoni Gaudi, décédé le 10 juin 1926. Élise Gazangel. Antoni Gaudi avait 31 ans lorsqu'il a été chargé de construire la Sagrada Familia. Et c'est au même âge que Jordi Faoli, architecte directeur actuel du monument, a commencé à y travailler. J'ai la satisfaction de savoir que quand je suis arrivé, il n'y avait que ces 3 colonnes construites. Alors on peut dire que j'ai tout vu se construire grâce à Dieu, tout cet intérieur, la sacristie, les tours centrales maintenant. Et là on va commencer la façade de la gloire. À l'intérieur de la basilique, le sexagénaire déambule toujours les yeux levés, comme pour admirer son œuvre, même s'il réfute en être l'auteur. Nous nous sentons, et moi particulièrement, des collaborateurs de Gaudi, même s'il n'est plus là, parce que l'on construit son projet en suivant toutes ses indications. Même s'il a consacré sa vie à la Sagrada Familia, Faoli n'espère pas apporter son nom au monument. D'abord, il y a eu d'autres architectes ici. Et ensuite, je pense qu'on doit obtenir que d'ici 150 ou 100 ou 50 ans, les gens ne se souviennent que et surtout de Gaudi. Mon seul objectif est celui-là. Malgré cette humilité, Faoli sera aux côtés du pape ce 10 juin pour inaugurer la dernière tour centrale de la Sagrada Familia. Élise Gazangel, Barcelone, RFI. Écoles fermées, bus et trains à l'arrêt ou encore renforcement de la police. Belfast craint de nouvelles violences ce mercredi après des émeutes anti-immigrés qui ont secoué la capitale d'Irlande du Nord la veille. Elles ont été déclenchées après l'attaque au couteau d'un homme par un réfugié soudanais. Mardi soir, plusieurs personnes ont mis le feu à des bus et des voitures, mais aussi à des maisons, en prenant pour cible des lieux où vivent des personnes d'origine étrangère. Le Premier ministre britannique a dénoncé des violences, je cite, choquantes et inacceptables, tout comme l'ONU. L'ONU qui doit choisir son prochain patron, ou peut-être sa prochaine patronne. En tout cas, c'est ce que souhaite Global Women Leaders. Cette organisation d'anciennes diplomates milite pour que le prochain chef des Nations Unies soit une femme. Antonio Guterres quitte en effet son poste à la fin de l'année et 5 candidats se sont déclarés, dont 3 femmes. L'ancienne présidente du Chili, Michelle Bachelet, l'ex-secrétaire de l'Agence des Nations Unies pour le commerce et le développement, la costaricaine Rebecca Greenspan, et l'ancienne ministre des Affaires étrangères de l'Équateur, Maria Fernanda Espinosa. Toutes les 3 étaient présentes ce mardi à Genève pour un débat inédit. Correspondance sur place de Jérémy Lanche. Ni pique ni tacle, un débat entre diplomates se fait toujours à fleuret moucheté et celui d'hier n'a pas dérogé à la règle. Sur le fond, peu de choses différencient les 3 candidates. Elles se rejoignent en revanche toutes sur un point, le sentiment qu'une femme doit succéder à Antonio Guterres, comme l'a rappelé Maria Fernanda Espinosa. Bien sûr, une femme, il serait temps, non, après 80 ans d'existence de l'ONU, mais pas n'importe quelle femme, la meilleure femme possible. Choisir une personne pour son genre n'a pas beaucoup de sens, convient Susanna Mallorca, ancienne diplomate et ancienne candidate elle-même. Il n'empêche, en 2026, dit-elle, une femme ferait peut-être mieux le job. Le monde est dans un tel état qu'il faut quelqu'un qui puisse créer des ponts, trouver des solutions alternatives, quelqu'un qui écoute, qui soit obsédé par la recherche de solutions concrètes. Un homme peut très bien avoir ses qualités, mais nous estimons que ce sont surtout les femmes qui ont ces caractéristiques. Et c'est ce dont nous avons besoin maintenant. Si les 3 candidates viennent d'Amérique latine, ce n'est pas un hasard. La logique interne à l'ONU voudrait que son prochain patron soit de cette région. Patron ou patronne donc, mais plus que le sentiment d'adhésion, les candidats devront surtout susciter une absence de rejet de la part du Conseil de sécurité, puisque c'est lui qui décidera du nom du prochain secrétaire général. Jérémy Lanche, Genève, RFI. Et en bref, des scientifiques chinois ont découvert dans l'océan Indien le plus grand cimetière de baleines au monde. Selon une étude publiée mercredi dans la revue Nature, il abrite tout un écosystème, c'est-à-dire un ensemble formé par une communauté d'êtres vivants, animaux et végétaux qui interagissent entre eux. D'après l'auteur de l'étude, les chercheurs ont été stupéfaits lorsqu'ils ont pris la mesure de leur découverte. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, vous retrouvez Olivier Pron pour Radio Foot International.